qualité, permettez-moi de vous adresser mes chaleureuses salutations et veuillez bien recevoir mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour la nouvelle année. Je remercie mon CTTN de m'avoir accordé le privilège de figurer dans cet illustre panel pour vous parler des think tanks à partir d'une optique géopolitique et géostratégique. L'Afrique, en tant que formation géocivilisationnelle, est bel et bien inscrite dans le monde. Étant inscrite dans le monde comme d'autres formations géocivilisationnelles, elle se doit de relever les défis que ce monde lui impose. Et pour relever ces défis, il faut à l'Afrique faire un travail sur soi qui lui permette effectivement d'analyser la situation et d'être en mesure de faire émerger les formules d'intelligence lui permettant de penser ses problèmes et d'y trouver des solutions avisées et appropriées. La question des think tanks, telle que posée par l'institution qui nous invite, est précisément symbolique de ce qu'en Afrique, sur le continent africain, on intègre désormais l'importance de l'exigence d'une production de la pensée et d'une production des idées. Veuillons, s'il vous plaît, éviter le spontanéisme matérialiste qui croit que l'action peut être assurée sur la seule base d'une projection dans la pratique. Il n'y a pas d'action puissante qui ne soit une action assise sur une pensée puissante et des idées consistantes. L'Afrique a son socle géohistorique. Si elle a été écartelée par les dynamiques d'expansion d'autres continents, si elle a été écartelée par les volontés hégémoniques de plusieurs centres, notamment des centres arabo-impériaux fondés sur un noyau arabo-sémitique, ensuite des centres romano-judéo-chrétiens occidentaux fondés sur un noyau indo-européen, l'Afrique a toujours préservé son socle, au-delà même de toutes les formes d'acculturation, au-delà même de toutes les expériences de déculturation. C'est un élément dont nous devons tenir compte au moment où les CTTN nous donnent l'occasion de repenser l'insertion de l'Afrique dans le monde, de manière à renouveler son rapport au monde, de manière également à renouveler ce rapport au monde en tenant compte de son sort. Dans sa construction géographique, et malgré les effets de cet écartèlement, il y a bien un noyau, géocivilisationnel africain. Ce noyau transparaît dans toute l'histoire de l'Afrique à partir de ses différentes localisations. Ces localisations sahariennes, ces localisations nilotiques, ces localisations kalahariques, ces localisations multiples selon les régions. Nous devons tenir compte de cela au moment de penser cette question de la géopolitique et de la géostratégie d'une Afrique remobilisée, réordonnée, réorganisée avec l'aide et l'action des think tanks. Cela nous pose un ensemble de problèmes que nous allons aborder. D'abord la question de l'auto-historicité.
qui sera notre premier point. Ensuite, nous évoquerons la question du relèvement et nous nous justifierons sur le choix de cet élément. En troisième point, nous évoquerons la question de l'intellectualité séminale et semencière. Et en dernier point, quatrième point, nous évoquerons la question de la refondation avant de conclure sur des éléments qui nous sont apparus importants à partir du cours de la présente conférence. Premier point, auto-historicité. En raison précisément des servitudes que lui a imposé l'histoire, ce grand bloc géocivilisationnel a aujourd'hui pour exigence de défaire et de déconstruire toutes les servitudes qui ont pesé sur lui. Et c'est compte tenu de cela qu'il convient pour l'Afrique de mettre en place une pensée lui permettant d'attaquer une problématique qui y reste massive, un rapport de dépendance ontologique au reste du monde. Non pas que nous soyons contre toute ouverture, mais l'ouverture pertinente, c'est l'ouverture maîtrisée. L'ouverture pertinente, c'est l'ouverture par soi-même négociée. L'ouverture pertinente, c'est l'ouverture qui nous permet de disposer toujours d'un autocentrage consistant. Il faut rompre la subalternisation, la subordination, qu'ont créé cette dynamique d'asservissement de l'Afrique. L'Afrique n'a pas pour destin d'être le lieu de la servitude éternelle. L'Afrique n'a pas pour destin d'être le domaine du servage infini. Dans cette logique, donc, il nous faut disposer d'officines qui soient en main de penser la réalité stratégique et systémique de cet asservissement persistant. Et c'est la manière dont nous serons en mesure, à partir de la lecture propre de notre expérience, de nous servir d'expériences qui nous viennent d'ailleurs. Think Tank, bien évidemment, c'est un produit de l'industrie culturelle américaine en fonction des attentes, des exigences, des besoins et des problèmes rencontrés par la puissance américaine, chef de file du grand bloc occidental, engagé dans des luttes hégémoniques, d'abord au sein du bloc occidental, avec d'autres pays, notamment l'Allemagne, ensuite confronté à la compétition hégémonique avec le bloc soviétique. On ne saurait négliger ce contexte des années 1920 qui a vu fleurir ces cellules d'intelligence mises en place par des universitaires, mais des universitaires préoccupés du rapport à l'action. Ce sont ces universitaires, s'appuyant sur d'autres forces sociales, qui ont construit ces outils. Pour nous, les Africains, Think Tanks ne renverra pas complètement à cette expérience historique, même si elle peut nous inspirer sur le point de mobiliser des officines qui vont nous permettre de penser nos problèmes. C'est donc une affaire de géopolitique de la connaissance, selon le mot inventé par les théoriciens latino-américains de la décolonialité. Il y a bel et bien une géopolitique de la connaissance, une géopolitique des savoirs, une géopolitique de la conceptualité. Nous devons être conscients de cela en abordant cette question. Deuxième point, le relèvement. L'expérience historique africaine est diverse, mais en même temps cette expérience est convergente. Et sur le socle que constitue le grand bloc civilisationnel africain,
ce que j'appelle le bouclier historique africain, il y a une réalité. C'est celle de la chute. C'est cette chute géopolitique qui est symbolisée par une chaîne d'événements traumatiques pour l'intégrité, l'indépendance, l'immunité, la souveraineté et la liberté de l'Afrique. Donc au moment d'intégrer cet outil qu'est le think tank, la réalité pratique nous invite, au-delà de l'élaboration intellectuelle, à prendre en compte cette situation. C'est pour opérer le relèvement de l'Afrique. Dans cette perspective, il s'agit alors de construire des lieux et des milieux de stimulation de l'intelligence. Des lieux qui soient des lieux d'imagination, des lieux qui soient des lieux d'innovation, mais d'une innovation mesurée, d'une innovation sage. Il s'agit aussi d'organiser ces lieux pour en faire des laboratoires d'idées, comme cela a déjà été évoqué, afin que cela aboutisse à une action attrayante, à une action concluante, à une action convaincante. Dans cette perspective, les think tanks relèvent d'une logique précise. Avant que d'être des outils déployés au niveau collectif, ce sont d'abord des lieux sélectifs. Ce sont des clubs d'esprits éclairés, d'esprits éveillés, d'esprits illuminés. Parce qu'il n'y a pas de dynamique de restructuration, de réorganisation, de refondation et de réformation sans esprit éclairé, sans esprit éveillé, sans esprit illuminé. De ce point de vue, il s'agit, en ayant ces laboratoires sélects et sélectifs, d'imaginer des solutions. Et les solutions imaginables, il y en a. Il n'y a pas de fatalité. Le relèvement, le redressement sont possibles. Ils ont d'ailleurs déjà, sans que nous l'apercevions toujours, commencé. L'Afrique se redresse, l'Afrique se relève, son intelligence s'éclaire et elle va apprendre et réapprendre à contrôler sa situation. Troisième point, intellectualité séminale, intellectualité semencière. Les think tanks ne sauraient être aperçus sous une logique épistémocratique ou alors épistémo-technocratique, c'est-à-dire un lieu d'imagination, de pensée et de savoir qui serait simplement un lieu d'approvisionnement en solutions technologiques. Non pas qu'il n'y ait pas d'exigence technologique ou même d'exigence technocratique dans la mesure des problèmes africains et dans la capacité à les résoudre, mais il faut un horizon plus large. Il faut un horizon ontologique. Et cet horizon ontologique nous amène à une formule qui existait que le sociologue allemand Norbert Elias apercevait dans d'autres conditions et pour d'autres problèmes dans l'expérience propre de l'Occident, en évoquant ce qu'il appelait des pépinières de civilisation. Les think tanks doivent être parmi nos pépinières de civilisation pour précisément engager cette logique d'auto-refondation, cette logique d'auto-transformation compétitive. Il n'y a pas de modernisation. Il n'y a pas de modernisation sans automobilisation. Et la modernisation pertinente ne se construit jamais simplement sur un événement exogène. Elle se construit de l'intérieur. Elle se construit de l'intérieur, même au contact de l'extérieur, par l'internalisation intelligente.
Dans cette perspective, il nous faut disposer des think tanks. Pourquoi? Parce que les think tanks vont nous permettre d'engager un élément qui est très important dans cette expérience de redressement, qui est l'élément de la remise en cohérence, l'élément de la remise en convergence. L'Afrique a besoin de convergence. L'Afrique a besoin de cohérence, mais pas d'une cohérence spontanée, pas d'une cohérence intuitive, mais d'une cohérence et d'une convergence élaborée, puis expérimentée. Dans cette perspective, il s'agit pour les Africains de s'approprier les défis du monde, mais en gardant l'initiative dans la capacité à construire même leur réponse à ces défis, en se servant des sollicitations extérieures, non pas dans une logique de continuation du mimétisme, mais dans une logique d'appropriation intelligente. Cela nous amène au quatrième et dernier point. Les think tanks sont donc à concevoir comme des cénacles qui vont nous permettre d'imaginer et de penser des formules d'organisation, des formules d'institutionnalisation, des formules de décision et de gestion qui soient appropriées au socle géocivilisationnel. Parce qu'au-delà des dynamiques, les aires géocivilisationnelles existent, et n'en déplaise à Samuel Huntington, l'ère géocivilisationnelle africaine n'est pas qu'en pointillé, elle est tracée de manière dure. Il y a un heartland géocivilisationnel africain, et toute expérience de redressement et de relèvement de l'Afrique ne peut pas ne pas le prendre en compte. Cela ne nous empêche pas d'explorer tous les atouts de l'ouverture à l'autre. Être en mesure de reconstruire son autocentrage, être en mesure de maîtriser son historicité, être en mesure de regagner son autonomie ne nous interdit en rien d'être attentif au monde. Dans cette perspective, donc, ce qui est en jeu, c'est la refondation. Et dans refondation, il y a re. Ce re signifie un rapport à l'antériorité, mais pas un rapport servile à l'antérieur, pas un rapport servile au cadrage précédent, mais un rapport dynamique, un rapport dialectique, un rapport qui est précisément convaincu et conscient de l'intelligence d'adaptation. Il s'agit donc de refonder, refondation spirituelle, refondation pneumatique, refondation somatique qui concerne les dimensions physiques, au rang desquelles les dimensions qui permettent d'envisager une nouvelle biopolitique africaine, une reconstruction paradigmatique. Celle-ci est bel et bien possible. En conclusion, il nous apparaît donc, en explorant des schémas tels qu'ils ont été fabriqués et formulés par des penseurs africains, que nous avons le choix entre différentes grilles de lecture. Nous évoquons ici la réflexion de notre aîné et compatriote Achille Mbembe dans un article La politique africaine sur les écritures africaines de soi, où il évoquait à peu près 3 modèles exprimant le rapport de l'Afrique et des Africains au monde. Un modèle qu'il appelait le nativisme, modèle à propos duquel il était fort critique. Un modèle qu'il appelait le radicalisme ou l'afro-radicalisme, notamment fondé sur la manière dont les Africains s'appropriaient un certain nombre de doctrines et de pensées venues de l'Occident, notamment les doctrines du socialisme révolutionnaire en général, dans leurs différentes formulations. Et il avait
un troisième modèle défini par lui-même qu'il appelait l'afropolitanisme. Dans cette expérience de refondation, si nous pouvons balayer ces modèles, il nous apparaît qu'on devrait les combiner d'une certaine manière. Il n'y a pas de refondation, il n'y a pas de redressement, il n'y a pas de relèvement de l'Afrique par un abandon absolu de sa trajectoire antérieure. L'Afrique doit être son lieu propre. Et pour qu'elle soit son lieu propre, même en étant ouverte au monde, elle doit être fière à nouveau de tout son passé. Parce que c'est dans ce passé que se trouvent certaines des clés de cette refondation. Contrairement à Achille Mbembe, nous pensons, sans être essentialistes, qu'on ne peut pas récuser l'afro-nativisme. Il convient de le définir de manière moins rigide que certaines de ces formulations de pensée, telles que celles qui sont liées à l'afrocentricité. C'est ce que nous appelons l'afrotropisme. Il nous apparaît important, compte tenu de la dynamique historique, d'intégrer la radicalité, mais de la maîtriser. Je vous expliquerai enfin pourquoi. L'afropolitanisme, quant à lui, tel que l'envisage Mbembe, nous semble relever du gadget. Non pas qu'il ne traduise pas une part du rapport de l'Afrique à cet événement cosmopolitique qu'est la mondialisation, mais c'est une part qui n'a de sens pertinent que dans la mesure où par une intellectualité de la combinaison, nous la rattachons aux autres aspects. C'est cette Afrique-là que les think tanks doivent permettre de penser. Je termine sur la question de l'intellectualité. Dans la perspective donc d'engager cette refondation et de la conduire de manière concluante, il m'apparaît modestement que nous avons besoin d'une intellectualité de la combinaison et non d'une intellectualité de la séparation. C'est cette intellectualité de la combinaison qui sera notre apport dans ce que Senghor appelait le dialogue des civilisations. Cette intellectualité de la combinaison consiste à ne plus séparer absolument des fonctions qui ont été séparées dans d'autres expériences historiques, des expériences auxquelles nous sommes branchés par le mimétisme colonial. Ainsi, on distingue l'intellectuel clair. Jusqu'à récemment, avant d'une reformulation, je situais le clair en dehors de l'intellectualité. Mais un certain nombre d'événements m'ont montré qu'il n'y a pas quelque chose qui soit aussi intellectuel que le clair. Et au-delà de certaines lectures qui sont précisément des lectures dichotomiques, un certain nombre de transformations de la modernité, celle qui va produire dans l'expérience historique ordonnée par l'Occident, la Renaissance et les Lumières viennent bien de la cléricature. Deuxième modèle, le modèle que certains considèrent à tort comme le modèle exclusif de l'intellectualité, l'intellectualité critique, l'iconoclaste. La fonction critique est une fonction essentielle pour maintenir le dynamisme dans l'expérience historique d'une société. Mais on n'est pas obligé de l'envisager simplement sous l'angle de la rente, en étant exclusivement un professionnel de la critique. Une troisième variante, c'est une variante neutraliste, celle qui semble affirmer dans l'éthique de la science weberienne, c'est l'intellectuel neutre. En réalité, il n'y a pas d'intellectuel neutre. Le neutralisme lui-même est pris dans les dynamiques et les contraintes d'opposition. C'est la figure du scholar, c'est l'intellectuel glossateur et surtout l'intellectuel
tête qui reste dans sa tour d'ivoire. L'avant-dernier modèle, c'est l'intellectuel technologue, c'est l'expert. Et enfin, à côté de l'intellectuel expert, il y a l'intellectuel savant, chercheur. L'Afrique a besoin de toutes ces expériences. Mais elle n'a pas nécessairement besoin de ces expériences dans un schéma où elles sont dissociées. Elle a besoin de cette expérience dans un schéma où elles sont associées pour former la seule, disons, la formule la plus appropriée pour envisager donc ce redressement, c'est l'intellectuel sage, qui sait être clair quand il faut être clair, qui sait être critique quand il faut être critique, qui sait être neutre quand il faut être neutre, qui sait être expert quand il faut être expert, qui sait être technologue quand il faut être technologue, et qui sait être savant quand il faut être savant. Les think tanks, j'ose espérer, seront dans le lieu pour l'Afrique d'inventer ces foyers de sagesse et de savoir, parce que c'est de cela dont on a besoin. Il n'y a aucune montée en puissance, il n'y a aucune remontée en puissance sans sagesse. Le power n'est pas seulement hard, évidemment, il est aussi soft et smart. Je vous remercie.